Bienvenue dans le Hubcast, le podcast du Hub créatif de Charleroi Métropole. Un shot de créativité à consommer partout, tout le temps. À chaque épisode, nous partirons à la rencontre d'un artiste, d'un artisan, d'un maker ou encore d'un entrepreneur qui dévoilera et décortiquera pour vous son processus créatif. Où puissent-ils leur inspiration? Comment développent-ils leur potentiel d'innovation? C'est un podcast au service de vos idées et de votre créativité. Bonne écoute. Bonjour Olivier Grenson. Bonjour. Bienvenue dans le Hubcast, le podcast pour stimuler sa créativité. Vous êtes dessinateur et scénariste de bande dessinée. Vous êtes fils d'un ingénieur et d'une peintre. Et très jeune, vous vous vouez à la bande dessinée. Déjà à 10 ans, la passion de la BD vous anime. Vous dévorez des Tintins, des Lucky Luke, le journal de Spirou. Et à 13 ans, vous réalisez votre première bande dessinée. Est-ce que c'était finalement une évidence pour vous, déjà tout petit, de vous destiner à ce métier, à cette passion, et puis surtout de faire de cette passion un métier? Oui, ça a été très vite une évidence, mais ça c'est un cadeau du ciel, parce que de très vite savoir quelle est sa vocation, c'est quand même assez précieux. Moi, je devais avoir 10-12 ans et je dessinais énormément, toute la bande dessinée. Et c'est vrai qu'en lisant un petit livre qui s'appelle « Comment devenir créateur de bande dessinée », je me suis rendu compte que c'était un métier. Et donc que je pouvais l'exercer un jour, avec toujours cette interrogation pendant toute mon adolescence: est-ce que j'y arriverai? Parce que c'est clair que le signal qui était envoyé, c'est il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, c'est pas un métier qui est facile, un investissement énorme. Juste avant de faire la bande dessinée, je voulais être footballeur. Donc j'ai hésité entre les deux directions, mais je crois que j'ai pris la bonne. Est-ce que vos parents vous ont accompagné? Vous avez une mère peintre. Quel a été l'accompagnement familial dans justement ce métier qui est beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi? Alors bizarrement, j'étais dans un contexte artistique parce que mon père avait un groupe de jazz, il jouait du sax, ma mère était peintre. Mais quand je leur ai dit à 12 ans, je serai un jour, je sais ce que c'est mon métier, je veux être dessinateur de bande dessinée, ils m'ont dit oui, c'est ça, cause toujours. Ils m'ont regardé avec des yeux un peu de travers. Ils m'ont conseillé de faire mes humanités classiques. Donc ils étaient pas tellement convaincus que j'allais pouvoir m'épanouir dans ce métier. Alors avant de vous lancer dans votre parcours et dans le vif du sujet, je voulais vous demander, Olivier, qu'est-ce que vous évoque le mot créativité? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de créativité? Le premier mot qui me vient, c'est liberté. Et je pense que c'est pour ça que je me suis mis à faire de la bande dessinée. C'est déjà d'une part de retrouver les moments où je m'épanouissais quand j'étais môme. Je me rappelle que je dessinais toujours couché par terre sur le sol de ma chambre. Mon père, comme il était ingénieur, il rapportait des grands plans et quand on les retourne, il y avait des grandes feuilles blanches que j'installais sur le sol et puis je dessinais comme ça. Et il y avait ce sentiment de liberté et aussi de solitude. Et la solitude peut être quelque chose de péjoratif, de négatif, mais si on l'a choisi, et si dans ces moments où on n'a pas l'impression de perdre son temps ou de s'embêter, on a ce sentiment que tout est possible. Et la créativité, c'est ça, c'est vraiment l'épanouissement de soi et cette sensation que tout est possible et donc de pouvoir voler. C'est un peu comme ça que j'ai commencé l'album La douceur de l'enfer, avec comme toile de fond la Corée, l'histoire de la Corée, mais c'est l'histoire d'un jeune enfant qui, au début de l'album, dessine une machine à voler et s'envole. C'est vraiment la représentation de ce sentiment-là. Alors justement, vous en parliez, vous avez réalisé de nombreuses bandes dessinées. On peut citer la série Karlen Cross, Niklos Koda, La femme accident, vous vous lancez dans la couleur, La douceur de l'enfer ou encore plus récemment La fée assassine et Le nageur solitaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une patte, Olivier Grenson? Comment est-ce que vous la définiriez? Et puis voilà, comment vous voyez ça? Alors justement, moi je la définis pas, parce que je la capte pas. Donc je travaille souvent de façon très intuitive et surtout il faut pas chercher un style. J'ai jamais essayé de trouver un style. J'ai essayé de correspondre aussi à mes rêves d'enfant et de ne pas me trahir quelque part. Et donc dans une évolution, parce que mon style a vraiment changé, puis en fonction des histoires aussi, il peut être différent. Quand je dessine Niklos Koda, c'est pas la même chose que quand je travaille sur La femme accident ou La fée assassine, et encore moins Le nageur solitaire. Donc chaque fois c'est des approches différentes.
Et à travers toutes ces approches qui changent, notamment en fonction de la technique, il y a quelque chose, oui, qui transparaît quelque part. Et je pense que les autres sont plus à même de le détecter que moi. Est-ce qu'il y a un fil conducteur quand même, ou pas ? Oui, il y en a plusieurs. Moi, je dis toujours à mes étudiants que il y a quelque chose quand on veut créer, on a quelque chose dans le ventre, on a quelque chose dans les tripes, et c'est de là que ça doit sortir. C'est là l'intuition, c'est là cette façon d'expectorer comme ça, de sortir les choses qui sont en soi, et automatiquement, elles sont le reflet de soi, d'une personnalité. Et comment est-ce que justement, parce que là vous dites plusieurs fils conducteurs, est-ce que vous arrivez à mettre des mots dessus ? Oui, il y a plusieurs fils conducteurs, mais ça je ne les décide pas au départ. Je peux maintenant m'en rendre compte, d'avoir travaillé sur plusieurs séries et surtout d'avoir écrit moi-même La douceur de l'enfer, puis Le nageur solitaire. Là, je travaille sur un nouveau one-shot où je fais le scénario, le dessin et la couleur. Et à travers ça, je peux voir ce qui se dégage. Souvent, l'idée de la transmission. Il y a souvent une idée onirique qui revient. Ça transparaît très fort dans Le nageur solitaire. Poésie, un côté surréaliste. Il y a le côté surréaliste, il y a cette influence de Magritte. Pourtant, on peut pas la sentir dans Nikolaus Koda, quoique Jean Dufaux, dans son scénario, a amené un côté un peu décalé par rapport à la réalité, puisqu'il y a tout cet aspect de la magie, et on aurait pu aller plus loin. Ce que j'ai fait finalement avec Le nageur solitaire. Dans La douceur de l'enfer, c'est plus cette alternance entre le regard sur le réel et puis le monde du rêve, la façon dont on peut justement se détacher de l'ancrage terrestre, aller vers l'onirisme. Alors vous êtes instinctif, vous l'avez dit, et plus largement, qu'est-ce qui fait que vous décidez ou non de vous lancer dans un projet ? Ça, c'est une grande question, parce que si je refais un peu tout le parcours, les décisions étaient différentes. Karl Cross, c'était mon premier personnage, et c'était l'envie d'avoir enfin un album, parce que pas mal de projets, moi j'ai eu mes moments de galère, fin des années 80, et l'envie à un certain moment, se lancer sur un album avec un éditeur qui a confiance, et donc sur une série, on a fait 7 albums finalement, et donc là, j'ai décidé de travailler parce que c'était une proposition, et que là, voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Sur le 13 Mystery avec Jean Van Hamme, c'est une proposition qu'on refuse pas. Après, avec Denis Lapierre sur La femme accident, c'était une envie que j'avais depuis très longtemps. On avait travaillé sur un projet. Avec Jean Dufaux, c'est aussi moi qui suis allé vers lui parce que je sentais que son univers allait pouvoir me permettre de me réaliser sur un terrain que j'avais pas encore exploré. Et puis avec La fée assassine, là ça se refuse pas non plus, puisque c'est avec ma femme, avec Sylvie, que j'ai travaillé. Elle a commencé à écrire ce projet-là, et puis on l'a fait ensemble. Maintenant, il y a la magie aussi quand j'écris sur le prochain album. C'était au départ un conte poétique, un conte philosophique, ou plutôt un conte écologique. Et je me suis dit, tiens, cette histoire-là, il faut qu'elle soit ancrée dans le réel, justement. C'est toujours ce passage entre le réel et le rêve, et puis le rêve et le réel, ces allers-retours-là qui m'intéressent. Et là, j'ai pensé au Blitz, en 1940, à Londres, bombardé. C'est un scénario que j'ai depuis quelques années. Et donc, là, voilà, pourquoi le Blitz, je sais pas. Et puis après, je me suis dit, c'est incroyable, parce que pendant les années 90, pendant plusieurs années, je faisais un rêve récurrent qui était un rêve de bombardement. Et là, il y a des choses qui sont bizarres, qu'on peut pas expliquer. Et je pense qu'on a des choses vraiment en soi, peut-être des sédiments qui viennent d'ailleurs. C'est un sujet que j'aime bien aussi, ça, par rapport à la transmission. Et des choses qui doivent sortir à un certain moment. Et le terrain de la créativité, c'est justement un terrain sur lequel l'extériorisation peut se réaliser. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui a peur de se lancer, qui n'ose pas ? Quel est peut-être par rapport à votre expérience,
les conseils que vous pouvez donner? Mais je pense que ce qui est important, c'est d'explorer au départ le plus possible les directions, les intentions qu'on a envie de développer et de pouvoir comparer. On n'a pas une histoire en tête et on réalise une histoire. On a envie de raconter des histoires. Et donc, on a souvent plusieurs sujets qu'on pourrait développer. Et c'est intéressant de les mettre en place et puis de voir lequel pourrait émerger, sur lequel on se sent le mieux. Et à ce moment-là, de travailler, il n'y a qu'une recette, c'est le travail. Et le fait de faire les bons choix au départ donne la possibilité vraiment d'y croire. Et le fait d'insister aussi, le fait de se remettre en question, le regard autocritique est super important, et le fait de ne pas être convaincu du premier jet et de refaire. C'est pour ça qu'il y a le travail en bande dessinée, des recherches, de la documentation, des croquis, c'est un aller-retour entre le dessin et le scénario. Et donc il y a pas mal de choses qui se mettent en chantier avant d'avoir le résultat final, quoi. Où est-ce que vous allez puiser vos inspirations? Est-ce qu'elles sont forcément dans la bande dessinée ou vous allez un petit peu chercher aussi dans d'autres milieux? Oui, l'inspiration, pour moi, c'est la vie, c'est le monde, puisque ce sont des personnages que je mets en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler les émotions et de voir comment, en mettant en place des petits personnages, au départ des petits personnages de papier, des petits dessins, des petits croquis qui peuvent être un peu humoristiques, interprétés, comment ils vont être incarnés et puis comment ils vont à un certain moment devenir crédibles et que ça ne devient plus des personnages de papier, mais des personnages qu'on a l'impression de voir vivre, qu'on a l'impression de connaître et qui vont transmettre une émotion à un certain moment. Et c'est vrai, quand on a eu le retour sur La Fée Assassine et qu'on nous a dit j'ai versé une larme ou j'ai pleuré ou j'ai eu du mal à m'en remettre à la fin de l'histoire ou sur La Douceur de l'enfer, les retours comme ça sont importants parce que c'est là qu'on sent si ça a fonctionné ou pas. Mais les émotions, c'est vraiment ça qui est au centre de mes objectifs quand je crée une histoire. Et donc ça se joue dans le dessin, ça se joue dans les ambiances, ça se joue dans le regard. Ça se joue dans des petits détails et même parfois ça peut se jouer dans des cases qui ne sont pas les cases principales de l'album. Alors quelle est la boîte à outils nécessaire entre guillemets pour faire votre métier? Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il faut forcément se former? Ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que nous on est là pour les guider, pour les orienter. Une école, c'est souvent un contexte et c'est souvent des rencontres. Ouais, rencontres, c'est un mot super important parce que c'est ça qui fait qu'on avance. Et les rencontres dans le cadre d'un enseignement sont des échanges. Et je dis souvent à mes étudiants, les copains, les copines autour de vous vont parfois vous apporter plus que moi-même en tant que professeur, parce qu'ils vont peut-être communiquer d'une autre manière, avoir un autre regard, être plus proches. Je me rends compte qu'avec les années, les références sont plus les mêmes, mes références et celles des étudiants sont plus les mêmes. Et puis il y a un autre élément, c'est le regard. Je pense que c'est surtout là qu'on crée un apprentissage, c'est une ouverture d'esprit, c'est une façon d'ouvrir son regard sur le monde et du coup sur son travail. La technique, moi j'ai jamais appris à la mise en couleur, j'ai appris les rudiments du métier au départ, quels outils utiliser, quel papier. Aujourd'hui, bon, c'est plus tellement important parce qu'il y a l'ordinateur, on peut travailler de n'importe quelle manière, puis retoucher sur Photoshop, donc la qualité des outils, elle est peut-être remise en question. Qu'est-ce qui fait selon vous un bon ou une bonne dessinatrice de BD? Il y a une réponse qui me paraît évidente, c'est le lâcher prise. C'est pour ça que dans Le Nageur solitaire, il y a un moment important justement où je parle du lâcher prise, qui est au niveau technique dans le dessin, mais qui est aussi un positionnement dans la vie, qui est aussi un état d'esprit. Le lâcher prise, c'est une manière de ne pas retenir son trait, de ne pas essayer de peaufiner un dessin, de ne pas essayer de bien faire. Et donc d'avoir une fluidité comme ça dans le tracé, dans la manière de se lâcher
Et ça, c'est une quête de toute une vie d'un auteur, quoi. Très peu d'auteurs y arrivent. Si on regarde les crayonnés d'Hergé, par exemple, on se rend compte qu'il y a une vie dans ces crayonnés, qu'il y a une vibration, qu'il y a une énergie. Et avec cette ligne claire, elle disparaît. Bien sûr, c'était l'intention d'Hergé d'avoir un dessin hyper technique comme ça. Et au niveau de l'histoire, oui, il y a cette manière de jouer sur le côté musical, le rythme, la rythmique, la dramaturgie. Bon, tout ça sont des éléments qui vont créer peut-être la bonne histoire, mais surtout le travail sur le décalage texte-image. Je pense que c'est ça aussi qui fait un bon auteur, c'est de bien comprendre les paramètres de la bande dessinée, de bien comprendre les spécificités de la bande dessinée. Et la bande dessinée est un langage, et justement, comment juxtaposer un texte et l'image sans que ce soit redondant, comment réinventer le médium, comment bousculer les codes, etc. Voilà, ça c'est ce qui fait, je pense, un auteur, un bon auteur, mais bon. Maintenant, une question un peu plus sur les côtés un peu plus difficiles, puisque l'idée n'est pas non plus de se dire c'est très facile et il y a que des beaux moments et que des projets fous. Il y a aussi des moments de questionnement, je sais pas si parfois il y a des feuilles blanches où il n'y a pas d'inspiration un jour et puis c'est comme ça. Comment est-ce que vous réagissez dans ces moments? Quel est votre rapport justement à la difficulté, Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport à l'échec? Mais dans ce qu'on a évoqué, c'est pas tellement lié à ça, mais plutôt la difficulté, puis je pense peut-être le manque d'inspiration parfois, tout simplement. Non, c'est une question très pertinente. En fait, là, je suis sur mon 31e album, ce qui me paraît énorme, parce que quand j'étais môme, je me disais, si je pouvais un jour avoir un album. Quand on en a un, on en veut un deuxième. Qu'est-ce qui fait qu'on fait autant d'albums? J'ai des collègues qui sont à 150, qui sont à 200, 300 livres. Je crois que on n'arrive jamais à avoir le livre parfait. Et donc on se dit, j'en refais un pour essayer de corriger les erreurs que j'ai faites dans le précédent, pour essayer de faire mieux, pour aller vers cette perfection. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un moteur. Mais on n'a jamais... on n'est jamais satisfait à 100%. Quand on reçoit un album qui est imprimé, c'est là qu'on voit aussi tous les défauts qu'on n'avait pas vus sur les planches. Maintenant, la thématique de l'échec, en fait, l'idée de l'échec, c'est aussi ce qui fait qu'on avance. Je crois que c'est propre à tout parcours. S'il n'y a pas d'échec, c'est qu'il n'y a pas de remise en question, et on va droit dans le mur. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché au bout d'un moment? Ce qui a fait que ça a marché, c'est la rencontre. C'était la rencontre avec un éditeur qui cherchait un dessinateur pour un projet. C'était au départ Harry Dixon, et j'ai jamais réalisé de Harry Dixon. C'est devenu un Karl Cross. Et donc c'est aussi dans les rencontres pouvoir capter le bon moment et faire le pas en avant au bon moment. Alors vous êtes Carolo, est-ce que cette identité vous est chère et en quoi est-ce que cela a pu façonner ou non ou influencer votre travail? Alors oui, je suis né à Gosselies, à Charleroi. À Marcinelle, non? Non, vous avez grandi. J'ai grandi à Montigny-Tilleul, à Marcinelle. On était pas loin de la gare du Sud. J'allais à pied à l'école en traversant le boulevard. Et je suis attaché vraiment parce que c'est là que sont mes racines quelque part. Mes ancêtres ont vécu sur Charleroi. Et donc j'ai un arrière-grand-père qui mettait au point des outils et qui avait une entreprise d'outils pour la verrerie, qui était quand même une industrie très florissante à Charleroi. Mon grand-père était notamment journaliste à l'Aude-Linsart. Donc il y a mon ancrage. Mon père a travaillé à Roux pendant toute sa carrière. Et puis il y a cette ville qui était vraiment au centre de ma vie, même si on a habité plus tard à la campagne vers Chimay. Je revenais toujours sur Charleroi. Je traversais Charleroi pour aller à l'académie à Châtelet. Plus tard, j'ai trouvé des connexions avec Magritte puisqu'il est au centre du nageur solitaire.
enfin au centre. En tout cas, il y a un aphorisme en exergue au début de ce livre. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de connexions avec Magritte. Voilà, l'ancrage, les racines, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut, même si on change de décor, c'est quelque chose qui nourrit, qui accompagne et qui me permet de continuer à me façonner, quoi. Et ben justement, parlons de ce décor. Qu'est-ce que la ville vous évoque en matière de créativité, au sens large? Alors, la ville, pour moi, c'était comme référence, c'était le monde du travail. C'était un peu ce que je me disais quand je passais sur cette route des industries, Carcite, et puis cette route qui part vers Mons, Premy, le viaduc, etc. Et pour moi, quand je passais par là, avec ces cheminées, ces espèces de bateaux échoués que je trouvais impressionnants, et j'y trouvais une certaine beauté. Pour moi, ça représentait le monde du travail, et c'était complètement en opposition avec ce que je voulais faire. Et peut-être que c'est ça aussi qui m'a emmené vers l'onirisme, vers le monde du rêve, et donc vers la bande dessinée. C'était parce que là, je trouvais une ouverture, comme un petit moment entre des nuages où le soleil peut percer, et que c'était là que je pouvais m'engouffrer. Est-ce que vous avez fait des projets? Est-ce que vous êtes lié professionnellement, enfin artistiquement à Charleroi? J'ai réalisé ma première bande dessinée, en fait, qui était un petit format à l'italienne au crayon, que j'avais fait pour les Juins de la jeunesse de Charleroi, qui s'appelait Nous les jeunes, et donc qui était directement lié à Charleroi. Eh bien, merci Olivier Granson, c'est la fin de cet épisode. Mais alors avant de vous quitter, j'ai un petit jeu à vous proposer. Donc les règles sont simples, répondre un peu du tac au tac et ne pas se prendre la tête. Le livre qui a pu semer en vous des idées ou être à l'origine d'un projet? Alors le livre de chevet que je garde toujours en tête, c'est le garage hermétique de Möbius. Parce que c'est un terrain qui était foisonnant de créativité, qui m'a toujours impressionné au niveau de son trait. Un créatif ou une créative que vous appréciez particulièrement pour son travail? Oh là, il y en a tellement. Ça peut aller de Möbius justement, bon voilà, mais ça peut aller vers David Hockney. Après, les noms me manquent parce que il y en a. Je suis très éclectique. Et donc ça peut être Dave McKean, comme ça peut être Manuel Fiore, qui est un plus jeune auteur aujourd'hui. Donc voilà, un auteur qui ressort dans 5 minutes, je vais penser peut-être à l'auteur. Après, mon influence, elle est aussi dans le cinéma, donc là aussi je puise pas mal de choses. Hitchcock m'a vraiment beaucoup accompagné dans la construction de ses films. Et puis dans toute cette théorie de la narration qu'il a amené à travers ses films, ça c'est quelqu'un, oui, qui est phare. Mais l'art brut ou l'expressionnisme allemand, par exemple, des gens comme Fritz Lang aussi, au niveau de la lumière, du noir et du blanc. Voilà, donc ça c'est. Dans la peinture, il y en a tellement aussi. Je me rends compte que dans la bande dessinée, il y a beaucoup d'Italiens qui reviennent dans mes références, comme Mattotti, Battaglia, Toppi. Aujourd'hui, il y a JP qui est un auteur aussi qui est vraiment un des auteurs phares de la bande dessinée. Ouais, JP, G-I-P-I, c'est un auteur qui m'inspire beaucoup. Une musique pour dessiner? Alors, Pink Floyd reste toujours très proche. Puis il y a là aussi il y a beaucoup de choses. Je peux écouter des groupes plus anciens aussi, comme Television, qui sont plus rythmés. La musique est au centre de ma créativité, mais j'aime bien alterner le silence, l'écoute de personnes qui parlent. J'écoute beaucoup la radio aussi en travaillant, et puis des moments de musique. Un mantra ou un dicton qui vous parle? Je ne sais pas si vous en avez un. Alors j'en ai plein, et ça je vous renvoie aux nageurs solitaires. Comme je dessinais un dessin tous les jours au début de l'année 2020, que j'ai commencé au mois de janvier,
et qu'au mois de mars, on est arrivé dans le confinement, que le projet a pris beaucoup d'importance et que je l'ai posté sur Facebook, j'accompagnais toujours d'un petit aphorisme ou d'un extrait de livre que... Et là, il y en a pas un qui revient comme ça ? Puisqu'on parlait d'échecs, on pourrait dire que la vie est faite d'échecs, d'obstacles qui s'enchaînent et qui, si on prend la force de les passer, parfois on les percute, mais c'est ça qui fait qu'à un certain moment, la vie est réussie. Un lieu pour s'évader et dessiner. Alors moi, je suis très attaché à mon atelier. J'ai besoin de retrouver cet espace que je crée, qui est comme une bulle qui se referme quand je ferme ma porte. Il doit être grand parce que j'accumule les dessins, j'accumule les plans. J'aime bien installer mes pages sur le sol quand je travaille pour avoir une vue d'ensemble, donc j'ai besoin d'espace. Par contre, l'écriture, c'est différent. J'ai beaucoup écrit en dehors de mon atelier. Et notamment dans les avions. Ouais, il y a un rapport à l'altitude peut-être qui jouait sur cette créativité-là. Et pour terminer, un exercice à donner à nos auditeurs pour stimuler leur créativité, vous qui êtes prof en plus. Mais donc un exercice plutôt accessible et qui ne demande pas de... Je pense qu'au départ, le truc, c'est de dessiner ce qu'on voit. Alors, ce qui peut être à la portée de tout le monde, sans vouloir essayer de jouer sur la ressemblance, parce que c'est ça aussi le dessin. L'intérêt, c'est pas de représenter les choses telles qu'elles sont. On a la photographie, on a le cinéma, donc c'est l'interprétation. Et donc de dessiner des personnages, les visages de personnes qui sont en face de soi, et de voir comment le dessin va transmettre ce qu'on peut capter. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dessiner sans regarder sa feuille. Donc en regardant le sujet, ça peut être un décor, ça peut être, et d'accepter les déformations et d'accepter la non-ressemblance, mais de voir dans le dessin après une énergie et plutôt un rythme, le côté musical du trait et du dessin. Très bien, eh bien il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Olivier Grenson. C'est la fin de cet épisode. On a été ravis de vous recevoir, d'entendre une partie de votre vie, de recevoir vos conseils et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Suivez-nous sur les plateformes de podcast. Le UPC est un collectif d'acteurs au service de vos idées et de votre créativité. Et pour vous tenir au courant de notre actualité, rendez-vous sur notre site www.hub-charleroi.be. À très vite.